Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Bonjour. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une pile de sources vraiment, absolument captivante. Ouais, un très beau programme. Et la pièce maîtresse de notre dossier, c'est le livre de Richard Fremmer, Napoléon à la plage, un stratège dans un transat. Rien que le titre donne le ton. C'est vrai que c'est une approche très originale. Bah oui, la mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est justement de laisser de côté la biographie historique un peu classique. Exactement. On oublie la chronologie poussiéreuse des manuels scolaires pour essayer de décoder cet homme uniquement, et j'insiste uniquement, par le prisme de la stratégie. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment il pensait. C'est ça, exactement. L'idée, c'est de montrer à notre auditoire comment un seul individu a pu avoir un temps d'avance dans absolument tous les domaines. L'économie, la guerre, la gestion de crise. Même l'amour. Oui, l'amour, l'espionnage aussi, et jusqu'à la mise en scène de sa propre mort et de sa postérité. C'est une approche particulièrement riche en fait. Il s'agit vraiment d'aller au-delà de la simple liste factuelle des batailles. Ouais, On veut disséquer les mécanismes de sa prise de décision. Ce qui est essentiel pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre non seulement ce que Napoléon a accompli, mais surtout pourquoi et comment ces méthodes résonnent encore aujourd'hui. complètement. On parle de méthodes d'influence, de gestion de l'information, qui sont frappantes quand on regarde la géopolitique moderne ou même la stratégie d'entreprise. Et pour donner tout de suite un aperçu du personnage, nos sources regorgent de petits détails qui cassent complètement son image d'Épinal. Ah ça oui. L'homme qui a conquis l'Europe, il a d'abord pris la plume pour écrire un roman à l'eau de rose. Ah c'est assez méconnu, c'est vrai. Plus tard, il a organisé un véritable réseau international de fausses monnaies pour ruiner ses ennemis. Et il a même conceptualisé des techniques de branding, de marque personnelle, qui feraient passer nos agences de com actuelles pour des amateurs. C'est exactement ça. Bon, décortiquons un peu tout ça si vous le voulez bien. Le point de départ le plus concret, c'est peut-être l'économie. Tout à fait, l'argent c'est le nerf de la guerre. Quand le jeune Bonaparte entre véritablement en scène, la France est dans un état financier catastrophique. C'est même un doux euphémisme de dire qu'elle est catastrophique. En fait, la Révolution a littéralement siphonné les caisses de l'État. Plus un sou. Voilà. Le gouvernement de l'époque tentait de survivre avec ce qu'on appelait les assignats. Ah, les fameux assignats. Pour faire simple, c'était une monnaie de papier dont la valeur était, en théorie, garantie par les biens confisqués au clergé. Sur le papier, ça se tenait. Sauf que dans les faits, ça s'est transformé en un cas d'école absolu d'hyperinflation. Le papier ne valait plus rien du tout, l'économie était paralysée. J'ai lu dans les sources que les citoyens en étaient parfois réduits à revenir au troc. C'est ça, et un État ne peut tout simplement pas fonctionner, ni payer ses fonctionnaires, ni surtout payer ses soldats sans liquidité réelle. Ce qui donne du coup un tout autre éclairage à la fameuse première campagne d'Italie de Bonaparte. Exactement. Dans notre imaginaire collectif, c'est qu'une grande aventure militaire romantique. On s'imagine qu'ils partent exporter les idéaux de la Révolution. La réalité est un peu plus pragmatique. Selon les textes qu'on a épluchés, c'est avant tout une gigantesque opération de renflouement financier. C'est presque un braquage d'État organisé pour sauver le directoire. Le directoire qui était donc le gouvernement exécutif à ce moment-là. Bonaparte entre en Lombardie et il met la région en coupe réglée. On parle de convois ininterrompus d'or et d'argent envoyés directement vers Paris. Un butin faramineux. Près de 50 millions de francs. Et sa stratégie de captation, elle ne s'arrêtait pas seulement aux métaux précieux. C'est là qu'on voit poindre une vision très moderne de la richesse culturelle comme outil de soft power. Le pillage artistique. Voilà. Il crée des commissions de spécialistes qui sont chargés de sélectionner et de piller, très méthodiquement, des œuvres d'art majeures. Les sources mentionnent d'ailleurs des toiles immenses. Il y a l'exemple des Noces de Cana de Véronèse, Une œuvre monumentale. qui est arrachée à l'Italie pour être expédiée directement au tout nouveau musée du Louvre. C'est un enrichissement brutal, mais organisé. Mais là où la mécanique napoléonienne est vraiment intéressante, c'est dans sa capacité à masquer ensuite ses propres failles. Le récit politique. Exactement. Le fameux coup d'État du 18 Brumaire en est l'exemple parfait. La légende nous a toujours vendu le triomphe inévitable d'un génie visionnaire. Alors que la réalité est tout autre. En coulisses, ce fut un véritable fiasco, rattrapé de justesse. Si l'on relie cela à la gestion de crise moderne, le 18 Brumaire, c'est vraiment un cas d'école de spin politique, de manipulation narrative. Totalement. Sur le moment, l'exécution du plan est désastreuse. Bonaparte, qui est un maître absolu sur un champ de bataille ouvert, perd complètement ses moyens dans une arène parlementaire. C'est fou d'imaginer ça. Face aux députés du Conseil des 500 qui formaient l'Assemblée législative, il panique.
Il s'embouille, il tient des propos incohérents, il se fait huer par l'Assemblée. Il finit même par être bousculé physiquement, hein. Les récits montrent qu'il frôle la mise hors la loi. Et la mise hors la loi à cette époque, ça signifiait directement la guillotine. Le récit de ce moment de panique est incroyable. C'est finalement son frère, Lucien Bonaparte, qui sauve la mise. Le vrai héros de la journée, c'est Lucien. Il sort de la salle, il harangue les troupes qui sont massées à l'extérieur et il pointe une épée, théâtralement ensanglantée, en affirmant qu'une minorité de députés fanatiques a tenté d'assassiner son frère. Une pure invention sur le moment. Et ça marche. Les soldats interviennent, ils vident la salle Manu Militari et le coup d'État réussit par la force brute. Mais ce qui est brillant, c'est ce qui se passe le lendemain. La machine de propagande se met en route immédiatement. On efface tout. On efface les bégaiements, on efface la panique, on masque le recours brutal à l'armée. Le but est de ne conserver que l'image d'un sauveur serein qui vient rétablir l'ordre. C'est de la communication politique à l'état pur. Et une fois le pouvoir sécurisé, le premier consul révèle une facette étonnante. C'est un micromanager totalement obsessionnel. Il a compris que la légitimité politique repose d'abord sur la stabilité économique. Il s'impose un rythme de travail de 16 heures par jour. Une capacité de travail phénoménale. Il centralise l'administration, il restructure la dette, il s'associe à des banquiers privés pour fonder la Banque de France. Et surtout, il va créer une monnaie à la valeur inébranlable, le fameux franc germinal. Qui va durer extrêmement longtemps, non? Oui, sa stabilité traversera tout le 19e siècle jusqu'en 1914. C'est dire la solidité du système qu'il met en place. Le niveau de contrôle qu'il exerçait est presque comique par moments. Les sources racontent qu'il épluchait lui-même les immenses livres de comptes de ses ministères. Le chef de l'État qui fait le travail d'un comptable. Il a même un jour renvoyé un document officiel à un ministre parce qu'il y avait décelé une erreur de calcul de 1 franc et 45 centimes. Rien ne lui échappait. Et cette logique de contrôle absolu, elle s'étendait bien au-delà des finances. Ça touchait même la santé publique, ce qui résonne d'ailleurs étrangement avec nos propres gestions de crise contemporaines. Tout à fait. L'étude de sa gestion sanitaire montre un pragmatisme implacable qui s'adapte à la nature exacte de la menace. C'est-à-dire ? Prenons l'hiver 1802-1803. Paris est frappé par une épidémie de grippe très sévère. On compte des milliers de morts. Et quelle est sa réaction face à ça ? La stratégie choisie, c'est l'étouffement médiatique total. On cache tout. Pour Napoléon, la panique publique est une menace bien plus grande pour la stabilité de l'État que le virus lui-même. Il impose donc de minimiser les chiffres et censure toute information alarmiste. Pas de panique, circuler n'y a rien à voir. En revanche, face à une maladie infectieuse beaucoup plus mortelle et surtout dévastatrice pour la démographie et pour son armée comme la variole, sa réaction s'inverse complètement. Oui, face à la variole, il devient extrêmement proactif. Il entend parler des travaux du médecin britannique Edward Jenner sur la fameuse vaccine. Et il décide de l'imposer à grande échelle. Il force la vaccination de toute son armée. Et pour éviter la désinformation médicale, il s'assure que seuls les textes officiellement validés par des comités scientifiques puissent être imprimés. C'est une approche centralisée et ultra-rationnelle de la santé publique. Mais il faut quand même souligner que ce même pragmatisme rationnel, lorsqu'il est appliqué à des questions humaines sans aucun filtre moral, révèle une réelle politique d'une froideur absolue. Absolument. C'est particulièrement visible dans le traitement de la question de l'esclavage, qui est abordé en détail dans les documents. C'est un sujet lourd. L'ouvrage nous invite vraiment à observer la mécanique décisionnelle derrière ce revirement spectaculaire. Un revirement dicté par l'économie. Plus jeune, Bonaparte avait pourtant aboli l'esclavage à Malte. Il s'était présenté en Égypte comme un libérateur, porté par les idéaux de la Révolution. Mais une fois au pouvoir suprême, face à la situation complexe de Saint-Domingue et face à Toussaint Louverture, l'idéologie disparaît totalement. Il n'y a plus de grands principes. L'analyse des faits montre un basculement vers une logique purement comptable et géopolitique. La France post-révolutionnaire a un besoin vital de relancer son commerce international pour pouvoir rivaliser avec la suprématie navale et commerciale de l'Angleterre. C'est une guerre économique globale. Et la production de sucre, de café et d'indigo aux Antilles est le moteur absolu de cette économie coloniale. Sous la pression très intense des lobbies coloniaux qui gravitent autour du pouvoir, Napoléon traite les populations esclaves comme une simple variable d'ajustement macroéconomique. Sans aucune considération humaine. Il décrète le rétablissement de l'esclavage en 1802 pour tenter de reprendre le contrôle de la production. C'est un calcul purement cynique. Et qui se soldera d'ailleurs par un désastre militaire français, aboutissant à l'indépendance d'Haïti en 1804. On voit très bien comment l'humain est broyé par la stratégie étatique.
Et on pourrait penser que ce niveau de calcul glacial était réservé uniquement aux affaires de l'État. Eh bien non. Quand on se penche sur sa vie privée, on réalise que la stratégie s'infiltrait même dans ses sentiments les plus intimes. C'est fascinant de voir cette dualité. Pourtant, il y a eu une période où Bonaparte était un jeune homme atrocement sentimental, n'est-ce pas? Absolument. Il a traversé une phase que l'on pourrait presque qualifier de syndrome de Werther. Dans sa jeunesse, il tombe éperdument amoureux de Désirée Clary. Et ça se passe mal. Très mal. Lorsque la famille de Désirée finit par rompre leur fiançailles informelles, il sombre dans un désespoir très théâtral. Les correspondances de l'époque montrent un jeune homme exalté qui menace même de mettre fin à ses jours en se jetant sous les roues d'une calèche. Un vrai drame romantique. Il canalise finalement cette énergie destructrice en écrivant un court roman, Clisson et Eugénie, où il se met en scène sous les traits d'un militaire tragique qui meurt par amour. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce jeune homme brisé rencontre peu de temps après Joséphine de Beauharnais. Le tournant de sa vie sociale. Et là, le logiciel stratégique se réactive instantanément. Joséphine, c'est une veuve plus âgée que lui, elle est issue de la noblesse, mais surtout, elle évolue au centre névralgique du pouvoir parisien. Elle est l'ancienne maîtresse de Paul Barras, qui est tout simplement l'homme le plus puissant du directoire à ce moment-là. C'est le carnet d'adresses ultime pour un jeune loup. C'est toute la complexité du personnage de Napoléon. D'un côté, il est indéniable, quand on lit ses lettres enflammées, qu'il éprouve une passion dévorante et un désir charnel obsessionnel pour elle. Les lettres sont très explicites d'ailleurs. Mais d'un autre côté, son instinct politique comprend immédiatement le potentiel de cette union. Joséphine, qui au départ ne prête qu'une intention distraite à ce jeune général qu'elle trouve un peu rustre, représente pour lui un accélérateur de carrière fulgurant. C'est son passeport pour la haute société. Elle est le pont qui lui permet de passer du statut de militaire de province, un peu marginal, à celui d'initié des salons parisiens, là où se décide concrètement l'avenir du pays. Sauf que, des années plus tard, la froide machine impériale rattrape le couple. L'Empire est à son apogée, mais il manque une chose fondamentale à Napoléon pour pérenniser son système. Un héritier. Un héritier de son sang. Joséphine est plus âgée, elle ne peut plus lui donner cet enfant. La décision tombe, brutale, pragmatique, le divorce. La raison d'État l'emporte sur les sentiments. Et l'alliance de remplacement est un pur calcul géopolitique. Il choisit d'épouser Marie-Louise, une jeune princesse de 18 ans de la maison des Habsbourg, la propre fille de l'empereur d'Autriche. Son ancien ennemi juré. Les sources rapportent d'ailleurs cette phrase glaçante qu'il aurait prononcée pour justifier ce mariage auprès de ses proches. « C'est un ventre que j'épouse ». C'est terrible. Et stratégiquement parlant, beaucoup d'historiens considèrent que c'est l'une de ses plus grandes erreurs politiques. Pourquoi une erreur? Il s'allie avec la plus grande monarchie d'Europe? Justement, en cherchant à s'assimiler aux vieilles monarchies européennes, qu'il combattait ardemment quelques années plus tôt, il brouille totalement le message politique de son règne. Il perd son identité de fils de la Révolution. Exactement. Il ressuscite implicitement l'idée du droit divin par le sang. Il s'éloigne définitivement de la méritocratie issue de la Révolution qui faisait sa force. Et pour l'opinion publique? C'est une catastrophe. Les Français adoraient Joséphine. Ils la considéraient comme leur impératrice légitime. Elle était proche d'eux. Marie-Louise, l'Autrichienne, rappelle inévitablement de très mauvais souvenirs de Marie-Antoinette au peuple français. Il sacrifie le lien émotionnel avec son peuple pour un mirage dynastique, en somme. Un mirage dynastique qui, en plus, ne l'empêche pas de devoir constamment batailler pour maintenir son hégémonie en Europe. Et cela nous mène naturellement à son domaine d'expertise absolue, l'art de la guerre. Mais attention, pas seulement la guerre avec des canons et des fusils. Une guerre totale. Face à l'Angleterre, qui est une île littéralement intouchable militairement après la destruction de la flotte française à Trafalgar, il invente un concept moderne redoutable. Si l'on relie cela à une vision plus globale de la stratégie, il comprend que face à une puissance maritime et commerciale, la ligne de front n'est plus territoriale, elle est douanière. Le fameux blocus continental de 1806. L'objectif est d'asphyxier l'économie britannique en interdisant à l'ensemble du continent européen d'importer ou d'exporter la moindre marchandise avec l'Angleterre. C'est l'ancêtre direct de nos embargos et de nos sanctions économiques internationales d'aujourd'hui. C'est la même logique, à l'échelle du 19e siècle. Et dans cette guerre de l'ombre, les sources révèlent une opération stupéfiante. L'utilisation étatique de la fausse monnaie. C'est une histoire incroyable. Napoléon ne se contente pas de bloquer les ports physiques. Il mandate ses ministres de la police, Fouché puis Savary, pour monter une imprimerie clandestine géante en plein cœur de Paris. Leur cible était très claire.
Leur mission, c'est de fabriquer de fausses livres sterling anglaises et de faux billets de banque autrichiens, avec une précision redoutable. Une attaque monétaire. Le but était d'inonder les marchés de ses ennemis pour provoquer une hyperinflation artificielle et faire s'effondrer leur système bancaire de l'intérieur. C'est ni plus ni moins de la guerre asymétrique. Cette capacité à frapper là où on ne l'attend pas se retrouve aussi dans son utilisation virtuose de l'espionnage tactique. Il savait que l'information, c'est le pouvoir absolu. Bien avant le champ de bataille. Avant même d'engager ses troupes, il cherchait à paralyser le cerveau de l'armée adverse. Le cas de son maître espion, Karl Ludwig Schulmeister, illustre parfaitement cette doctrine. L'histoire de ce Schulmeister est juste fascinante. Lors de la campagne de 1805, on se demande comment un seul agent réussit à neutraliser une armée autrichienne entière, avant même le premier coup de fusil. Par l'ingénierie sociale et la désinformation. C'est très moderne. Comment il a fait ? Schulmeister réussit à s'infiltrer au plus haut niveau de l'état-major autrichien, qui est commandé par le général Mack, dans la ville d'Ulm. Il gagne la confiance absolue de Mack et commence à lui fournir des renseignements forgés de toutes pièces. De la pure désinformation ? Il lui fait parvenir de faux journaux français qui indiquent qu'une révolution a éclaté à Paris. Il lui affirme avec aplomb que les troupes de Napoléon sont en pleine retraite, tout en inventant l'arrivée imminente de renforts russes pour soutenir les Autrichiens. Et le général Mack tombe dans le panneau ? Totalement. Persuadé de sa supériorité et de l'effondrement français, Mack reste bien au chaud, retranché dans Ulm au lieu de manœuvrer. Et pendant ce temps, l'armée française l'encercle silencieusement. Échec et mat. Mack finit par capituler avec des dizaines de milliers d'hommes, pratiquement sans combattre. Une capitulation obtenue par la manipulation mentale. Et ça ouvre la voie, quelques semaines plus tard, au chef-d'œuvre tactique par excellence, la fameuse bataille d'Austerlitz. Le couronnement de son génie militaire. Le livre décortique l'approche stratégique. Napoléon arrive sur les lieux des jours à l'avance. Il étudie minutieusement la topographie et choisit précisément où il veut que la bataille se déroule. Et face à une armée austro-russe bien plus nombreuse, il utilise encore la psychologie. Il joue la faiblesse. Il cède délibérément la position la plus avantageuse de tout le champ de bataille, le fameux plateau dominant de Pratzen. Un piège gigantesque. Il va jusqu'à dégarnir ostensiblement son flanc droit pour donner l'illusion parfaite d'une armée au bord de la rupture, prête à fuir. L'état-major ennemi tombe dans le piège. Voyant cette faiblesse apparente, les Austro-Russes quittent les hauteurs du plateau pour tenter de déborder ce flanc droit si fragile. Et c'est à ce moment précis, alors que le centre ennemi est dégarni et désorganisé par son propre mouvement, que Napoléon lance le gros de ses troupes, qui étaient masquées jusqu'alors par le brouillard matinal, à l'assaut du plateau vidé. Le fameux soleil d'Austerlitz qui se lève sur une victoire inévitable. Il coupe l'armée ennemie en deux et remporte une victoire éclatante. C'est vraiment l'art de faire à l'ennemi exactement ce que l'on souhaite. Mais cette brillance tactique trouve aussi ses limites macabres, particulièrement lorsque la logique logistique est écrasée par la démesure de l'ego. L'hybris. La fameuse hybris, cet orgueil démesuré qui aveugle les décideurs, c'est le drame absolu de la campagne de Russie en 1812. Les chiffres donnent le vertige. Napoléon assemble une armée européenne titanesque de plus de 600 000 hommes au départ. Mais il sous-estime mortellement l'environnement. Face à l'immensité territoriale, l'armée russe refuse l'affrontement direct et applique la tactique de la terre brûlée. Ils détruisent absolument toutes les ressources sur leur propre passage. Les chaînes d'approvisionnement françaises s'étirent sur des milliers de kilomètres. Les messagiers mettent des semaines pour relier Paris. Et quand l'hiver russe s'abat de manière précoce, avec des températures atteignant les moins 36 degrés, c'est l'effondrement total du système. Des centaines de milliers de soldats meurent de froid, de faim ou d'épuisement. Et de 600 000, ils passent à environ 83 000 hommes à la fin. Une tragédie humaine sans nom. Et pourtant, au milieu de cet apocalypse, les sources soulèvent un paradoxe lexical très intéressant concernant l'épisode de la Bérésina. Oui, c'est un point souvent mal compris. Dans la langue courante aujourd'hui, dire c'est la Bérésina signifie subir une déroute complète, un désastre irrécupérable. Alors que militairement, L'analyse strictement stratégique de cet événement prouve exactement le contraire. c'est ce qui est incroyable, hein. L'armée française est bloquée par le fleuve de la Bérésina, les ponts ont été détruits, elle est encerclée par 3 armées russes prêtes à l'anéantir. La fin semble inévitable. Une nasse parfaite. Et là, grâce au sacrifice surhumain du général Éblé et de ses quelques centaines de pontonniers, Des hommes qui construisent 2 ponts de bois en une nuit en s'immergeant dans une eau à moitié gelée. Napoléon réussit l'impensable.
Il fait traverser près de 50 000 hommes au nez et à la barbe des Russes, évitant la capture totale. Militairement parlant, ce n'est donc pas une défaite. C'est une manœuvre d'évasion d'une ingéniosité et d'une résilience sidérantes. Une réussite tactique miraculeuse au sein d'un naufrage stratégique global. Car malgré cet exploit sur la Bérésina, le retour de Russie marque bel et bien la fin de l'invincibilité impériale. Et c'est ici que s'opère l'ultime pivot de notre analyse d'aujourd'hui. Que se passe-t-il quand l'Empire s'effondre? Lorsque l'empire physique s'effondre, lorsque les armées n'existent plus, le stratège ne s'avoue pas vaincu. Il déplace simplement le champ de bataille. Vers le domaine de l'imaginaire et de la mémoire. Exactement. Et c'est peut-être sa plus grande prouesse. Napoléon avait compris très tôt l'importance du contrôle de l'image. On pourrait dire qu'il a inventé la notion de marque personnelle. Le personal branding avant l'heure. Il savait parfaitement comment utiliser l'art public pour dicter un récit. Il a engagé le peintre Jacques-Louis David pour immortaliser son sacre. Et David a d'ailleurs allègrement retouché la réalité sur ordre de l'empereur. Il n'a pas hésité à peindre la mère de Napoléon au centre de la cathédrale, alors qu'elle avait refusé d'assister à la cérémonie. Elle était fâchée contre son fils. Mais l'image primait sur la vérité historique. Il avait aussi conceptualisé un véritable logotype visuel pour s'assurer d'être instantanément reconnaissable parmi une foule de maréchaux couverts d'or et de plumes. La fameuse silhouette. La redingote grise et épurée, le chapeau bicorne porté en bataille, c'est-à-dire parallèlement aux épaules, et cette fameuse posture de la main glissée dans l'échancrure du gilet. C'était une charte graphique imposée à tous les artistes officiels. Ce soin méticuleux apporté à l'apparence préparait en fait le terrain pour son chef-d'œuvre final, l'exil de Sainte-Hélène. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Après la défaite finale, les Britanniques l'exilent sur un rocher volcanique battu par les vents au milieu de l'Atlantique Sud. Il est isolé et politiquement mort. Et que fait-il? Il transforme cette prison insalubre en la plus puissante machine de relations publiques du siècle. Entouré d'un petit groupe de fidèles, dont le comte de Lascas, qu'on pourrait comparer à ses évangélistes, il entreprend de dicter ses mémoires. Le célèbre mémorial de Sainte-Hélène. Il opère un repositionnement narratif fulgurant. Il sait pertinemment que pour rester dans l'histoire, l'image du despote militaire sanguinaire redouté par toute l'Europe est un handicap majeur. Il doit susciter l'empathie. Il construit donc méticuleusement le mythe du martyr. Il adopte la figure mythologique de Prométhée, le héros enchaîné à son rocher pour avoir voulu apporter la lumière de la révolution et du progrès au peuple, persécuté par les vieilles monarchies réactionnaires. Les textes montrent à quel point il manipulait psychologiquement le gouverneur de l'île, le rigide Hudson Law. L'eau était la cible parfaite pour ce récit. Chaque privation, chaque petite vexation imposée par Law était immédiatement documentée, amplifiée et théâtralisée par Napoléon pour nourrir cette image de victime héroïque, luttant contre la mesquinerie d'un geôlier tyrannique. Et lorsque le mémorial est publié, quelques années après sa mort, en 1821, l'effet est cataclysmique. Un raz-de-marée littéraire. Le texte balaye la légende noire construite par ses ennemis. Il devient le livre de chevet de toute une génération. Les écrivains romantiques s'emparent de la figure. Balzac, Stendhal et bien sûr Victor Hugo, qui contribueront massivement à forger la légende dorée. En manipulant le récit de sa propre chute, Napoléon réussit l'exploit stratégique de vaincre l'Angleterre et l'Europe coalisée depuis son propre tombeau. Il pose même de cette façon les jalons du retour au pouvoir de sa famille, quelques décennies plus tard, avec Napoléon III. C'est tout simplement vertigineux. Si l'on rassemble toutes ces pièces du puzzle, étudier cet homme sous l'angle exclusif de la stratégie nous enseigne des leçons intemporelles. Complètement, on retient l'importance cruciale de l'anticipation, La nécessité vitale de maîtriser l'information sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de renseigner son armée, d'intoxiquer l'ennemi ou de séduire l'opinion publique. et surtout une adaptabilité féroce aux événements contingents. C'est ce qui rend cette grille de lecture si pertinente aujourd'hui. L'asphyxie économique par des embargos, l'utilisation délibérée de rumeurs pour déstabiliser des marchés ou des adversaires politiques, la création d'une marque personnelle hyper contrôlée. Pour masquer ses propres erreurs de gestion, bien souvent. Ces mécanismes d'influence et de pouvoir sont exactement les mêmes que ceux utilisés par les superpuissances géopolitiques contemporaines ou les dirigeants des mégacorporations du numérique. Les outils ont évolué certes, mais le logiciel intellectuel reste remarquablement similaire. C'est la preuve que les stratégies efficaces traversent le temps sans prendre une ride. Pour peu que l'on sache regarder au-delà de la légende pour analyser les faits de manière froide et rationnelle.
Cela soulève d'ailleurs une dernière réflexion, peut-être un peu vertigineuse. Ah, je vous écoute. Si cet homme, armé seulement de quelques presses à imprimer et de toiles de peinture officielles et d'un journal dicté dans l'isolement d'une île perdue, a pu imposer sa réalité au monde entier et réécrire l'histoire à son avantage, Oui. imaginons un instant le niveau d'influence et de contrôle narratif qu'un stratège de ce calibre serait capable d'atteindre aujourd'hui. Avec nos outils modernes? En ayant un accès direct à l'hyperviralité des réseaux sociaux, au ciblage comportemental des algorithmes et à la puissance générative de l'intelligence artificielle pour forger la perception des masses. Une perspective fascinante et un peu effrayante sur la fragilité de la vérité face au génie stratégique. On laisse ça à la méditation de ceux qui nous écoutent. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans nos sources.